Donc si vous avez des questions, qui m'a fait le téléphone, il est rappel. qui sont donc pour l'examen clinique, donc c'est long, c'est très long. Comment les maximum Oui. donc je vais vous faire l'examen clinique. Tout l'examen clinique, l'exploration radiologique et hémodynamique. Donc peut-être que les 3 séances incluent le mardi à l'Ourda et le mercredi à 14h30. D'accord? Mercredi. D'accord? Ils ont avancé les cours d'une demi-heure. Donc c'est mieux. Le dimanche à 14h30. Le mardi à 13h. Et le mercredi à 14h30. C'est de notre séance. C'est... Pour le responsable, c'est qui tourne? Normalement. C'est pas affiché. Je pense que Ah, ils ont changé. D'accord? Donc on va commencer par l'examen du cœur. Donc pour l'examen cardiovasculaire, premièrement, sachez bien qu'il y a l'examen central, qui est l'examen du cœur, qu'il y a l'examen périphérique, qui est l'examen des vaisseaux cardiovasculaires, qui est le cœur, c'est l'examen central. Qui est l'examen périphérique, c'est l'examen des vaisseaux, les artères et les veines. Donc on va commencer par l'examen du cœur. Donc quelles sont les conditions pour l'examen cardiaque? Donc le sujet doit être torse nu dans une pièce calme, tranquille et chaude. Donc la pièce doit être calme. Pourquoi? Parce que vous allez, le temps essentiel de l'examen cardiaque, c'est l'auscultation. Donc imaginez que vous allez ausculter dans une pièce où il y a le son, où il y a le bruit, etc. Vous n'allez pas bien entendre les bruits et les souffles. Également, le patient doit être torse nu. Si vous examinez au-dessus des vêtements, c'est possible d'entendre par exemple les bruits et les souffles, mais sachez bien que vous n'allez pas bien entendre les bruits et les souffles que lorsque on applique directement le stéthoscope sur la paroi thoracique. D'accord? Donc l'examen se fait après des manœuvres posturales et respiratoires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la position habituelle de l'examen, quelle est la position habituelle? C'est décubitus dorsal. Ah, il faut les positionner. Décubitus dorsal. C'est la position habituelle. Le patient, il est en décubitus dorsal. L'examinateur, il se met à droite du patient. Mais, en examen cardiaque, on examine le patient en décubitus dorsal, en décubitus latéral gauche, c'est-à-dire qu'il se met sur le côté gauche. Il y a que dans le central. En position assise, penchée en avant. Voire même en position debout. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les foyers, par exemple, d'auscultation, chaque foyer a la position préférentielle terme. Chaque foyer qui a la position préférentielle pour ausculter le foyer. Donc il y a la position décubitus dorsal, décubitus latéral gauche, assise penchée en avant et la position debout. Également les manœuvres respiratoires. Donc ici, en manœuvre posturale, la posture, c'est la position. D'où les positions. Les manœuvres respiratoires, ça veut dire que vous allez examiner le patient en respiration normale. Puis, il y a certains signes ou certains symptômes qu'on va rechercher en demandant au patient de bloquer la respiration en apnée, voire d'expirer en expiration forcée. Donc, il y a une respiration normale, apnée respiratoire, il bloque la respiration, je vais tenir sur la défense. Okay? En fin d'expiration, c'est-à-dire qu'en expirant, qu'on va examiner le patient. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc l'examen se fait dans une chambre bien calme, tranquille et chaude, avec des manœuvres posturales et respiratoires. Vous allez vous mettre à droite du patient
on examine en décubitus dorsal, décubitus latéral gauche, position assise, penché en avant et en position debout. Les manœuvres respiratoires, vous allez examiner le patient en respiration normale, en apnée respiratoire, ou bien en blocage respiratoire et en fin d'expiration. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc chaque examen, que ce soit sur le plan cardiaque ou là dans tous les autres appareils, qui ont 4 temps. Avant les temps d'examen. Donc inspection, palpation, percussion et auscultation. Ok, 4 temps de l'examen clinique. Inspection, vous allez voir. Palpation, vous allez palper. Percussion, on percute. Et auscultation, on va entendre les bruits et les sons. Est-ce que c'est clair? Donc on commence par l'inspection. Donc à l'état normal, l'inspection chez le sujet normal, l'examen de la région précordiale ne montre absolument rien du tout. C'est-à-dire que l'inspection, vous n'allez rien voir de pathologie chez le sujet normal. Tout est normal. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de pathologie qui peut évoquer une pathologie cardiaque? Parce que, il y a bien sûr l'inspection pour l'appareil cardiovasculaire, c'est-à-dire les anomalies qui peuvent être en rapport avec des anomalies cardiaques. Donc, premièrement, c'est la forme du thorax. Habituellement, la forme du thorax. Donc, il y a certaines déformations thoraciques qui peuvent induire une atteinte cardiaque, qui est le thorax en tonneau, des insuffisances respiratoires, le thorax en entonnoir, qui est la kyphoscoliose. Donc voilà, vous voyez le thorax en tonneau. Tout thorax en tonneau. Thorax en tonneau, c'est le diamètre antéro-postérieur qui augmente. Il se voit surtout chez les sujets en insuffisance respiratoire. Les sujets en insuffisance respiratoire chronique, tellement les ont plus d'oxygène, parce que c'est une insuffisance respiratoire. Donc il y a une augmentation de la cage thoracique qui se fait surtout dans le sens antéro-postérieur, parce que vous ne pouvez pas augmenter dans le sens supérieur-inférieur. Donc il y a une augmentation dans le sens antéro-postérieur. Le thorax en tonneau, il se voit surtout dans l'insuffisance respiratoire. Quel est le thorax en entonnoir? Le thorax en entonnoir, c'est la déformation thoracique la plus fréquente. C'est la déformation la plus fréquente. Généralement, elle est congénitale. C'est quoi le thorax en entonnoir? C'est le pectus excavator. Le pectus excavator. Donc, c'est quoi cette déformation? C'est la partie basse du sternum qui s'enfonce toute droite. Généralement, le sujet, il est né avec cette déformation. Petit à petit, avec la croissance, la déformation va s'accentuer. Et on aura cet aspect-là à l'âge adulte. Donc, celle-ci, elle peut comprimer les cavités cardiaques. Est-ce que c'est clair? Oui. Un tour. C'est clair? Sûr. Quelle est la kyphoscoliose? Kyphoscoliose, c'est quoi? La scoliose, c'est une inclinaison de la colonne vertébrale. En S. Sur l'image en bas. La kyphose, c'est lorsqu'il y a une gibbosité. Donc, kyphoscoliose. Donc, c'est ça les anomalies thoraciques qu'il faut voir. Donc, tout va quelque chose pour l'examen. À l'inspection, par exemple, l'inspection. L'inspection normale. Qui déroule l'examen. Pour le thorax de morphologie normale. Ou le thorax de morphologie anormale, où il y a une malformation, et vous allez rechercher les malformations qui peuvent être en rapport, bien qui peuvent induire des anomalies cardiaques. Thorax en tonneau, thorax en entonnoir, ou le pectus excavator, et la kyphoscoliose. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Donc elle dit c'est la première anomalie. Deuxièmement, c'est la fréquence respiratoire. En voyant le malade respirer, est-ce qu'il respire normal, calmement, ou bien il a des difficultés respiratoires, ou bien il y a une fréquence respiratoire qui est augmentée. Vous allez également rechercher une cicatrice d'intervention chirurgicale cardiaque. Et la cicatrice d'intervention chirurgicale.
c'est une cicatrice de sternotomie. C'est-à-dire qu'on ouvre le sternum. C'est la cicatrice la plus fréquente en cardio. Généralement, les chirurgies à cœur ouvert, le sternum là. Donc c'est la sternotomie. Il y a d'autres types de cicatrices. Qui est la cicatrice sous-mammaire, qui est la cicatrice latérale. Mais la plus fréquente, c'est la cicatrice de sternotomie. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Enfin, qualité de la respiration. Vous allez également apprécier la qualité de la respiration. Est-ce que la respiration est normale? Est-ce qu'il y a une dyspnée de repos? Est-ce qu'il y a une orthopnée? C'est quoi la dyspnée? C'est quoi l'orthopnée? C'est quoi l'orthopnée? Hein? Qui fait des on a ramené ma femme. C'est quoi l'orthopnée? Qui fait des malades d'orthopnée? Parce qu'il lit, c'est ça. Hein? Qui fait? Lorsqu'il dort, lorsque l'orthopnée, la définition, c'est une dyspnée de décubitus. Lorsqu'il se met en décubitus dorsal, lorsqu'il se met en décubitus dorsal, il a une difficulté respiratoire. Généralement, le patient il se met en position demi-assise. Il donne plusieurs oreillers. Ou là, il tombe à l'œil. Il y a l'orthopnée. Quelle est la dyspnée de repos? Dyspnée de repos, c'est un patient qui est dyspnée de repos. L'orthopnée, c'est une forme de dyspnée de repos. Parce que quelle est la dyspnée de repos? Avec impossibilité de se mettre en décubitus dorsal. Il y a l'orthopnée. Mais quelle est la dyspnée de repos? Avec possibilité de se mettre en position décubitus dorsal. Quelle est certaine forme de respiration particulière? Qui est la respiration de Cheyne-Stokes. La respiration de Cheyne-Stokes, elle est très évocatrice d'une anomalie métabolique. Qui veut chider le patient? Le patient, il inspire rapidement, il bloque la respiration, après il expire fortement. C'est la respiration de Cheyne-Stokes qui évoque une anomalie métabolique, soit une acidose, soit une hypocalémie, soit une acidocétose diabétique, etc. Donc à l'inspection, on doit déjà voir est-ce qu'il respire bien, est-ce qu'il y a une difficulté, est-ce que la fréquence respiratoire est, est-ce qu'il supporte le décubitus, est-ce qu'il y a cette forme particulière de respiration, ou là, tout est normal. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Puis, à l'inspection toujours, le dernier élément, c'est qu'on va rechercher des pulsations visibles. Vraiment, c'est exceptionnel, mais je trouve un foyer de pulsation qui est visible. Mais il arrive des fois que tu vois un foyer de pulsation. À gauche, sur la ligne médioclaviculaire, c'est en rapport avec dilatation du VG. Sur le bord gauche du sternum, c'est la dilatation du cœur droit. Ou là, dans la région sus-mammaire, c'est l'anévrisme du ventricule gauche. Déjà, là, vous avez les lignes. Voilà. La ligne médioclaviculaire, qui se met par la ligne médioclaviculaire, ça veut dire que c'est la ligne qui passe par le milieu de la clavicule. Il se met la ligne mamelonnaire, parce que généralement, la ligne médioclaviculaire, elle passe également par le mamelon. Donc sur la ligne médioclaviculaire, qui est la région sous-mammaire, qui est la région mammaire, qui est la région sus-mammaire, qui est le bord gauche du sternum. En face, qui est le bord droit du sternum. Là, le sternum, c'est la région xiphoïdienne, c'est la région supra-sternum. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est clair? C'est pas clair? هذوما لازم تحفظوهم. كاش حاجة تعرفها هنايا. شوف. La ligne médioclaviculaire, c'est la ligne qui passe par le milieu de la clavicule. Donc on est incliné. Donc c'est la première fois que vous allez entendre parler de ces termes. Vous allez vous familiariser avec ces termes. La ligne médioclaviculaire, c'est 1 million de fois. Qui est la ligne médioclaviculaire, généralement c'est la ligne mamelonnaire. C'est la ligne qui passe par le milieu de la clavicule. Donc tu vois, c'est une ligne qui est très importante. Donc la ligne médioclaviculaire, qui est la région sous-mammaire, qui est la région mammaire, mamelonnaire, sous-mamelonnaire et
mamlona. T'as fait c'est quoi mamlona? Quel est le bord gauche du sternum? Le bord gauche du sternum. Quel est le bord droit du sternum? تحت السترنوم, juste السترنوم. اسمه la région xiphoïdienne, le sous-sternum. فوق السترنوم, اسمه la région sus-sternum. C'est clair? Donc, quand vous voyez un foyer de pulsation sur la ligne médioclaviculaire, généralement, il suggère une dilatation par le ventricule gauche. Quand vous voyez un foyer de pulsation, foyer de pulsation sur le bord gauche du sternum, ça peut suggérer une dilatation par le ventricule droit. Quand vous voyez un foyer de pulsation dans la région sus-mammaire, généralement, c'est un anévrisme. L'anévrisme, c'est une poche. Anévrisme. Je peux l'anévrisme. L'aorte, normalement, elle est comme ça. L'aorte, elle est comme ça. L'anévrisme va former une poche. C'est une dilatation localisée. Donc, quand il y a un foyer de pulsation sus-mammaire, c'est en rapport avec un anévrisme dans le ventricule gauche. Quand c'est suprasternal, c'est un anévrisme à la haute ascendante. L'extrémité supérieure à sternum. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc si on résume l'inspection, on va résumer l'inspection et tout ce qu'il faut savoir. L'inspection, c'est le premier temps. Ça veut dire qu'on va voir. On ne va pas toucher et on ne va pas ausculter. On ne fait rien. On voit seulement. On va observer. Qu'est-ce qu'on va voir? Soit dans 90% des cas des patients cardiopathes, donc chez les sujets, généralement même chez les cardiopathes, donc c'est une inspection qui n'apporte absolument rien du tout. Les cas pathologiques, quels sont les cas pathologiques qu'on peut voir en cardio? C'est des cas pathologiques concernant soit la forme du thorax, tu vois un thorax en tonneau, augmentation du diamètre antéro-postérieur, qui se voit surtout chez les insuffisants aspiratoires, un thorax en entonnoir. L'entonnoir, après c'est quoi l'entonnoir? Après c'est quoi l'entonnoir? C'est quoi l'entonnoir? Là, bien. Tu veux lui dire le ما باش باش تسميه parce que j'ai rétréci en bas et dilaté en haut. C'est quoi l'entonnoir? Le thorax en entonnoir. Donc c'est le thorax en entonnoir, soit c'est la cyphoscoliose. Donc la cyphoscoliose, la scoliose c'est quoi? C'est une déformation de la colonne vertébrale, soit c'est une cyphose, c'est une gibbosité, c'est-à-dire une voussure. On va apprécier également la fréquence respiratoire, est-ce que le patient est respire avec une respiration normale, une fréquence normale ou exagérée ou diminuée. On va voir également les cicatrices d'intervention chirurgicale, est-ce qu'il y a une cicatrice d'intervention chirurgicale ou là? On va voir la respiration, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'il y a une difficulté respiratoire, dyspnée de repos, avec ou sans orthopédie? Et on va rechercher la forme particulière de dyspnée, la dyspnée de Cheyne-Stokes. Et enfin, on va voir vraiment exceptionnellement, mais je suis pour les foyers. Actuellement, jamais de chevaux. Mais quand même, il faut les retenir. C'est des foyers de pulsation anormale, soit sur la ligne médioclaviculaire, c'est la dilatation par le ventricule gauche, bord gauche du sternum pour le ventricule droit, sus-mammaire gauche pour l'anévrisme du ventricule gauche, et l'extrémité supérieure du sternum pour l'anévrisme de la haute ascendante. Est-ce que c'est clair? Donc, l'inspection, un sujet normal qui fait dérouler l'observation, chez un sujet normal, l'inspection, rien à signer avec, non. Thorax de morphologie normale, respiration normale, sans difficulté respiratoire, pas de cicatrice d'intervention chirurgicale, pas de foyer de pulsation visible. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Il n'y a pas de question? Donc là, on arrive à la palpation.
deuxième temps, là, ça veut dire qu'on va toucher avec la main le patient. C'est le deuxième temps, après l'inspection. Toujours, on se met à droite. On va palper avec la main droite. Pour un droitier, c'est avec la main droite. Pour un gaucher, de la main gauche. Le patient, toujours avec les manœuvres posturales. Il se met en décubitus dorsal, éventuellement en décubitus latéral gauche. À l'état normal, seul le choc de pointe peut être palpé. Qu'est-ce qu'on peut palper? Habituellement, seul le choc de pointe qu'on peut palper. Le choc de pointe, c'est quoi? C'est le moment où le ventricule se contracte. Il y a un petit choc. Tu dois toucher. Le moment où le ventricule gauche, il se contracte. Surtout chez les sujets maigres, jeunes, il y a un homme actif. Surtout les sujets maigres, on pouvait facilement palper le choc de pointe. Donc le choc de pointe, c'est le moment le plus vif de la contraction cardiaque. Il est mieux perçu en décubitus latéral gauche. Même pour voir comme un truc de vous mettez en décubitus latéral gauche, il est plus facilement palpable en décubitus latéral gauche. Donc il est synchrone du pouls. Au même moment que le pouls. Le choc de pointe au même moment que le pouls. Au même moment où le pouls il est l'artère. Donc il est mieux perçu que la patient en décubitus latéral gauche. Voilà comment on va palper le choc de pointe. Donc toujours, on se met à droite du patient, on va palper avec les deux doigts qu'on va appliquer au niveau de la pointe. Il est mieux palpé au niveau de la pointe. Donc le cœur, l'examen cardiaque, quand il est lignes, ou les régions, qui également, vous allez entendre par la pointe et la base. Qui n'est pas la pointe, là. La base, c'est le faux. Parce que le cœur, il est comme ça. L'axe taro du haut vers le bas. Donc la base taro, il faut, ou la pointe, l'apex, il est juste sous le mamelon. Donc il y a la pointe. Donc le choc de pointe, il est mieux palpé au niveau de la pointe. Mieux palpé également en décubitus latéral gauche. Voilà comment on va palper le choc de pointe avec les deux doigts. Tourne juste sur la ligne médioclaviculaire, en sous-mamelonnaire, et vous allez me chercher le choc de pointe. Il est malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est anormal. Donc choc de pointe non palpable. C'est un choc de pointe non palpable. Est-ce que c'est clair? Diminution ou disparition. Donc il y a une variation du choc de pointe. Premièrement, des fois, il y a une diminution de l'intensité thermique, voire une disparition. Première cause, c'est l'obésité. Il est obèse, impossible de palper le choc de pointe. Parce qu'il y a une interposition. Tout ce qui va s'interposer, bien le droit ou la pointe, il y a des chocs de pointe, vous n'allez pas le palper. Soit la graisse, soit le liquide, c'est l'épanchement péricardique, soit c'est l'air. L'air, c'est l'emphysème. L'emphysème, c'est quoi? D'une façon vague, l'emphysème. L'emphysème, c'est une infiltration d'air. Qu'il y ait un emphysème pulmonaire, qu'il y ait un emphysème, qu'il y ait plusieurs types d'emphysème. Donc l'emphysème, c'est une infiltration d'air. Donc chaque fois qu'il y a une interposition de quelque chose, bien le doigt d'air ou la pointe, il y a une diminution, voire abolition du choc de pointe. Soit c'est la graisse chez les sujets obèses, soit c'est un épanchement péricardique, soit c'est l'emphysème. Donc c'est de l'air. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Des fois, il y a une augmentation. Des fois, tu as sous le choc de pointe vif. Généralement, c'est toutes les causes qui augmentent le débit cardiaque. Chaque fois que le débit cardiaque augmente, il saute de façon plus importante que le choc de pointe. C'est le cas, par exemple, de la fièvre. La fièvre, il y a une accélération de la fréquence cardiaque où tu sautes plus facilement le choc de pointe. Qui te rend, par exemple, malade. Il faut même que le cœur t'accompagne. Vous allez facilement palper le choc de pointe. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation du débit cardiaque, une augmentation de la force contractive. Parce que l'organisme réserve plus de sang pour lutter contre les bactéries ou les virus. Donc c'est pour ça une augmentation du débit cardiaque. Qu'il y ait l'hyperthyroïdie, le fonctionnement de la glande thyroïde qui est de l'hyperthyroïdie, ça augmente également le débit cardiaque. Qu'il y ait par exemple l'exercice, facilement l'exercice physique.
le footing, vous allez facilement parler du choc de pointe, qui est par exemple la grossesse, la femme enceinte, il y a une augmentation du débit cardiaque. Donc, toutes les causes qui augmentent le débit cardiaque vont augmenter l'intensité dans le choc de pointe. Et tout ce qui va s'interposer, le doigt et la pointe du cœur, va diminuer, voire abolir le choc de pointe. Soit c'est de la graisse chez les sujets obèses, soit c'est de l'eau, comme l'épanchement péricardique, soit c'est de l'air dans le cas de l'emphysème. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre les palpitations et le choc de pointe? Quelle est la différence entre les palpitations et le choc de pointe? C'est quoi la différence? C'est facile. C'est facile. شوف وقتاش خليتوا لي بالبيتاسيون؟ خليتوها السمانه اللي فاتت. واش قراكم هذاك؟ واش التيتر تاع الكور؟ سيني فونكسيونيل. On va rechercher à l'interrogatoire. سقسيو المرض. سقسيو تحس les palpitations. C'est bon. Choc de pointe, c'est un signe physique que vous allez rechercher par l'examen. C'est-à-dire que, quand il y a un choc de pointe important, en rapport avec des palpitations, mais c'est deux choses différentes. Palpitation, c'est un signe fonctionnel que vous allez rechercher à l'interrogatoire. Le choc de pointe, c'est un signe physique qu'on recherche à l'examen clinique. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok, certaines anomalies pathologiques. Premièrement, qui est la déviation du choc de pointe. Habituellement, le choc de pointe sur la ligne médioclaviculaire, juste au-dessous du mamelon, qui est le ventricule gauche, il est très dilaté. C'est la cardiomégalie. Cardiomégalie, c'est-à-dire c'est une augmentation du volume du cœur. Au dépend du ventricule. Le choc de pointe, il est dévié en bas et à gauche. Sur la ligne axillaire. Est-ce que c'est clair? Donc, chaque déviation du choc de pointe en bas et à gauche est un signe d'une dilatation du ventricule gauche ou bien d'une cardiomégalie. Qui est une forme particulière dans le choc de pointe, c'est le choc de pointe globuleux en dôme de bas. Pour le cours, je pense qu'ils ont changé, donc les Mahmoud comme le cours sur le site de la FAC, c'est ça. داروا لكم une première séance, donc d'après les responsables, déjà, premièrement, d'après les responsables, c'est sûr, c'est 3 séances à partir du 2 octobre. Il nous a envoyé un message, la voix, donc quoi, à partir du 2 octobre, qui est un cours de 6 minutes. Dimanche, mardi et mercredi. Dimanche et mercredi, c'est 14h30. Mardi, c'est à 13h. Sémiologie cardiaque. Le premier trimestre, nous avons comme sémiologie générale, généralité, comme observation. Comme sémiologie cardiaque. Sémiologie cardiaque, je pense 16 séances. On aurait 12. C'est-à-dire que, nous avons 50 ou 60 QCM, nous avons 40 QCM à la cardio. 40 à peu près à la cardio. 20 à la généralité. Est-ce que c'est clair? Donc, 2 tiers à la cardio, à peu près. 2 tiers à la cardio, ou 1 tiers à la généralité. Ou les cours. Les cours. Alors, comment vous avez donc, nous normalement, dit tout le 23 ou le 25 septembre. 18 pour l'observation. Par la cardio. 18 pour l'observation. Mais le 25 septembre, c'était le 6 novembre, la cardio. Le 6 novembre, c'était le 6 décembre, le 8 décembre, le généraliste. الآن نورمال هذيك ما يقريكمش هما تقراو كارديو باش ما يزيدش يقرا دونك جينيراليتي هما يقراو جينيراليتي حتى لو 30 نوفمبر حتى لو 30 اكتوبر ومن بعد يقراو كارديو دونك ليكزامان يكون جو بونس كتبنا افون لي فاكونس سيمانه
Ou les couches. Les cours. Le responsable, il ne faut pas donner le cours aux externes. Vous allez mettre le cours site à la fac. C'est une nouvelle procédure. Tu vas le site à la fac, télécharger le cours. Donc, il y a le cours. On a déjà le cours. On dit le cours work sur le site de la fac. C'est clair? Donc on continue avec le choc de pointe. Donc le choc de pointe, c'est qu'on va palper le choc de pointe. Il est 50 de la contraction. Généralement, il est palpé au niveau de la ligne médioclaviculaire, appelée mamelonnaire, juste au-dessous du mamelon. Donc quelles sont les variations physiologiques ou la pathologie? Premièrement, qu'il y a une diminution ou bien abolition. Chaque fois qu'il y a interposition de graisse, d'eau ou bien de gaz, il y a augmentation d'intensité dans la fièvre, l'hyperthyroïdie, l'exercice, le stress, etc. Il y a les déviations du choc de pointe en bas et à gauche dans les dilatations du ventricule gauche. Et enfin, il y a une forme particulière du choc de pointe qu'on appelle le choc de pointe en dents de bas. C'est l'avant-dernière phase. C'est quoi le dent de bas? C'est quoi le choc de pointe en dent de bas? Le choc de pointe en dent de bas, on le voit dans l'insuffisance aortique. L'insuffisance aortique, c'est quoi? C'est quoi l'insuffisance aortique? L'insuffisance aortique, c'est que la valve aortique, normalement la valve aortique, c'est pour l'éjection, ensuite, elle se ferme. L'insuffisance aortique, c'est que la valve aortique, elle ne se ferme pas correctement, qu'il y a une fuite. Il y a une fuite vers le ventricule gauche. Donc, comme il y a une fuite vers le ventricule gauche, donc le ventricule gauche, il va recevoir plus de sang. Comme il va recevoir plus de sang, donc il éjecte plus de sang. Donc, vous allez palper un choc de pointe important en dent de bas. C'est quoi le dent de bas? Il donne la sensation, je te quitte la sensation exacte, pour avoir les livres. C'est une balle de tennis qui se durcit au niveau de la paume de la main. C'est la balle de tennis. La paume je te la sensation de façon vive. Avec moi le choc de pointe en dent de bas. On a le dent de bas. Le dôme, c'est quelque chose qui est courbé, qui va la balle de tennis. Ou bas, c'est quoi le bas? C'est quoi bas? En dôme. B. Ou le bas. B-A-R-D. Bas, c'est le monsieur qui a fait la description. Lui, bas. En dôme. Donc, dôme de bas, mais je français. Le dôme bas qui est français. Bas, c'est monsieur bas qui a fait la description du choc de pointe. Est-ce que c'est clair, ça? C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour le choc de pointe? Donc, poser les questions, elle est normale. Donc, choc de pointe, c'est qu'il est palpé au niveau de la ligne médioclaviculaire, juste au-dessous du mamelon. Il est mieux perçu, il est mieux palpé au niveau de la pointe qu'au niveau de la base. Il est mieux palpé en décubitus latéral gauche qu'en décubitus dorsal. Il est, dans certains cas physiologiques, non palpé. Donc, il m'a posé une question. Il est pathologique si on ne palpe pas le choc de pointe. Vrai ou la faux? Faux. Quel est certain sujet? Graisse, obèse. Voilà, obèse pathologique. Des fois, il arrive que vous n'allez pas palper le choc de pointe. Est-ce que c'est clair? Donc, diminution ou abolition du choc de pointe, soit de façon physiologique, soit de façon pathologique. Interposition de graisse, d'eau ou bien d'air. Et parfois, c'est l'insuffisance cardiaque. J'ai oublié de vous parler d'insuffisance cardiaque. Des fois, c'est l'incapacité d'un ventricule gauche à se contracter. Qui rend le cœur, il est faible, vous n'allez pas palper le choc de pointe. Soit c'est une augmentation d'intensité du choc de pointe dans tout ce qui va augmenter le débit cardiaque. Fièvre, hyperthyroïdie, le stress, l'exercice, femme enceinte, etc. Il y a deux formes pathologiques surtout. C'est la déviation en bas et à gauche dans les dilatations d'un ventricule gauche. Et on a le choc de pointe en dent de bas, globuleux, dans l'insuffisance aortique. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair?
Oui, ou la non. Donc la palpation, donc après le choc de pointe, qu'est-ce qu'on va chercher à la palpation? Donc à l'état normal, ce qu'on va trouver à l'état normal, seul le choc de pointe qu'on peut palper. Dans certains cas, seul le choc de pointe qu'on peut palper. Donc tout ça, tout le reste, c'est des situations qui sont pathologiques. Donc premièrement, la palpation va confirmer les pulsations. Les pulsations avec les jetons, elle va être confirmée par la palpation. S'il y a une pulsation sur la ligne médioclaviculaire qui est en rapport avec dilatation du ventricule gauche, elle est confirmée par la palpation. S'il y a une pulsation sur le bord gauche du sternum en rapport avec dilatation par le ventricule droit, elle est confirmée par la palpation. S'il y a une pulsation dans la région sus-mamelonnaire gauche en rapport avec anévrisme du ventricule gauche, elle est confirmée par la palpation. Et s'il y a une pulsation sur l'extrémité supérieure du sternum, elle est également en rapport avec l'anévrisme antique, elle est également confirmée par la palpation. Est-ce que c'est clair? Parfois, ces pulsations, elles sont tellement importantes qu'il y a un soulèvement palpé. Parfois, c'est des pulsations, parfois, c'est des soulèvements. Et enfin, on a les frémissements. C'est quoi un frémissement? C'est quoi un frémissement? Hein? 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 C'est quoi un frémissement? C'est quoi quand vous palpez un frémissement? C'est quand vous palpez quelque chose, avec il y a le frémissement. La différence entre une pulsation ou frémissement. Pulsation, c'est très rapide. Donc, frémissement, c'est moins important, mais elle dure. Qui dure. C'est ça le frémissement. Qui met le frémissement cater. Frémissement cater, donc le rétrécissement mitral, tout le dos, c'est la sémiologie, tellement c'est ancien. Donc le cas où il décrit bien les signes. Frémissement cater est donné par la même sensation que lorsqu'on pose la main sur le dos du chat qui ronronne. Tout le qat qui dit هكذا وتحطو يكون فوق le dos تاعو ويتحرك. هذاك هو الفريميسمون. فهمتوا؟ فهمتوا ولا جامي حطيتوا لا ما ما لا لازم تحطوا. جامي نخلصوا ان شاء Est-ce que c'est clair? Le frémissement, l'exemple typique, c'est le frémissement cater au niveau du foyer mitral en cas de rétrécissement mitral. La différence entre le frémissement ou la pulsation. Donc, surtout pour les gens qui ont déjà eu mal le dos du chat. Le frémissement, il va durer. Quand même, il va durer une seconde. La pulsation, c'est rapide. Donc, la pulsation, elle traduit un bruit rapide. Le frémissement, il traduit, c'est l'expression. La pulsation, c'est l'expression. L'auscultation, tu as le bruit. Le frémissement, c'est l'expression, tu as le souffle. Souffle, ça dure, ou le bruit, ça dure, mais la durée de temps est très courte. Est-ce que c'est clair? Et enfin, on va rechercher le signe de Harzer, qui est un signe de dilatation par le ventricule droit. Comment on va rechercher le signe de Harzer? Comment on va rechercher les frémissements et les pulsations? Complète la paume de la main au niveau de toute la région précordiale. Où tu vois est-ce qu'il y a un foyer de pulsation ou bien est-ce qu'il y a un frémissement. Pour le choc de la pointe, plutôt deux doigts au niveau de la ligne médioclaviculaire, juste en dessous du mamelle. Comment on va rechercher le signe de Harzer? Chez un patient décubitus dorsal, le pouce de la main droite est introduit au niveau du creux sous-sternal, la région xiphoïdienne. Et on va demander au patient d'inspirer. Quand il y a une inspiration, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va physio cardiaque. Quand il y a une inspiration, quelle est
la conséquence importante de l'inspiration. Quand vous inspirez. La circulation. La circulation, quand vous inspirez. Il y a une augmentation du retour veineux. Quand il y a une augmentation du retour veineux, donc il y a plus de sang qui arrive au niveau du ventricule droit. Le sang veineux, oui, le ventricule droit ou de gauche? Droit. Donc quand il y a une augmentation du retour veineux, il y a une augmentation de la quantité de sang qui arrive au niveau du ventricule droit. Donc si le ventricule droit est déjà dilaté, vous allez le sentir au niveau du pouce, tout le pouce. Pour le patient, inspire profondément, toucher le pouce là. Le signe de Hazer, il signe une dilatation par le ventricule droit. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair? Donc on va résumer la palpation. La palpation, c'est le deuxième temps. Donc on va utiliser le toucher. Le wall. On a utilisé la vision. On a utilisé le toucher. La percussion également, c'est le toucher. Après, on va utiliser l'audition. Donc la palpation, à l'état normal, seul le choc de pointe peut être palpé. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne palpez pas le choc de pointe, c'est pathologique. Il arrive des fois que le choc de pointe n'est pas palpé. Donc, le choc de pointe, on le recherche chez un patient mieux en décubitus latéral gauche qu'en décubitus dorsal. Il est mieux palpé au niveau de la pointe qu'au niveau de la base. Il est palpé au niveau de la ligne médioclaviculaire en sous mamelonnaire. Il y a une diminution, abolition du choc de pointe en cas d'obésité, en cas d'emphysème, épanchement péricardique ou bien d'insuffisance cardiaque. Il y a une augmentation d'intensité à chaque fois qu'il y a une augmentation du début. Fièvre, hyperthyroïdie, l'exercice, le stress, femme enceinte, etc. Il y a deux formes pathologiques, qui est le choc de pointe dévié en bas et à gauche dans l'insuffisance, dans les dilatations dans le ventricule gauche. Il y a le choc de pointe vif globuleux en dôme de barre dans l'insuffisance aortique. Également, à la palpation, on va rechercher soit des pulsations palpables, qui sont la traduction par les bruits, soit un frémissement, qui est la traduction par les sons. Et enfin, on va rechercher une dilatation par le ventricule droit par le signe de Harzer. Le signe de Harzer, comment on va chercher la définition par le signe de Harzer? Sur un patient décubitus dorsal, on va introduire le pouce de la main droite au niveau du creux sous-sternal, la région discoïdienne. On demande au patient d'inspirer. Lors de l'inspiration profonde, le ventricule droit dilaté vient au contact avec le pouce de la main droite. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Pas de question. La percussion, sachez bien que la percussion presque n'a aucun intérêt en cardiologie. Pas de percussion. La percussion, c'est le temps essentiel. L'examen pleuropulmonaire. Qui déroule l'examen pleuropulmonaire, il est taillé comme la percussion. Donc, la percussion, comment on va percuter? Et la technique, comment on va percuter? Vous voyez qu'on bat la technique, généralement pour les droites, plutôt la main comme ça. Et vous allez avec les deux doigts, on va donc se taper au niveau du majeur. Et qu'on va entendre un bruit. Un bruit, le bruit qui est le bruit normal, pour la culture générale, qui est le bruit normal, qui est la matité, qui est le tympanisme. Le bruit normal, chez un sujet normal, la matité qui le tympanisme qui dit par exemple, si vous frappez une bouteille d'eau pleine ou bien une bouteille d'eau vide, bon, c'est le même son. Bouteille d'eau pleine, c'est la matité pleine. On va dire que c'est le tympanisme. Surtout l'épanchement pleural aérien, tympanisme, l'épanchement pleural liquidien, c'est la matité. Donc tu vois l'examen pleuropulmonaire. Donc l'examen cardiaque, la percussion n'a pratiquement aucun intérêt. Est-ce que c'est clair? Inspection, palpation, percussion et enfin l'auscultation. L'auscultation, c'est le temps essentiel. C'est le temps essentiel, l'examen cardiaque.
Elle permet donc d'établir un diagnostic sans le recours aux examens complémentaires. Actuellement, généralement, ils n'auscultent pas. Parce que dans quel cas, il l'écho. On m'a ausculté, ou sauvé, la sonde directement diagnostic. Donc, sachez bien que l'auscultation, elle a un intérêt majeur parce que vous allez avoir un diagnostic ou bien au moins une suspicion diagnostique, notamment dans les zones où vous n'allez pas avoir recours aux examens complémentaires. Par exemple, on est dans une zone où il n'y a pas l'échocardiogramme. On a le stéthoscope. Vous avec le stéthoscope. Donc toujours les conditions sont les mêmes, la pièce doit être calme, chaude, etc. Le stéthoscope, c'est un stéthoscope bi-auriculaire de bonne qualité. Donc le stéthoscope est à fond. C'est un stéthoscope bi-auriculaire. Bi-auriculaire parce qu'on va entendre. Pourquoi? Parce que c'est un stéthoscope mono. Qui fait découvrir le stéthoscope? Le stéthoscope, c'est dans les années 1816. C'est un français, l'AMS, c'est un grand docteur. هذا كيفاش pour des raisons de pub ما قبل كيفاش يسكوتي يحطوا directement l'oreille sur la parole يحطوا directement l'oreille شوفوا par exemple les dessins يحطوا directement l'oreille sur la parole donc pour des raisons de pudeur يحشموا من المرأة etc. ou pour des raisons également que l'oreille humaine quand vous posez l'oreille humaine سمعوا déjà البروي تاعو يتخلط مع البروي تاع donc c'est difficile d'entendre les sons. Donc lui, c'est le premier, c'est le français avec l'idée. Donc l'idée c'est quoi? C'est un papier. Donc avant, ils entendaient que les souffles importants, comme la chirurgie, donc les patients, ils arrivent jusqu'à des souffles qui sont à distance. Donc avec le conduit, ils se mettent. Ensuite, il a fait le stéthoscope mono-oculaire. C'est lui qui a fait le stéthoscope mono-oculaire. Il y a le stéthoscope mono-oculaire pendant longtemps, jusqu'à 1960. 1960, j'ai l'Itman. Il faut l'Itman. Quelle est la marque? On va chez le stéthoscope. Il faut comme l'Itman. Pourquoi? Parce que c'est l'Itman, la conception du stéthoscope moderne. Le stéthoscope bi-auriculaire, il a été conçu par le docteur Littmann en 1960. Depuis 1960, il a utilisé le stéthoscope bi-auriculaire. Donc le stéthoscope bi-auriculaire, il contient quoi? Il contient les embouts, le pavillon, le pavillon du stéthoscope, c'est le truc qu'on pose au niveau de la paroi thoracique. Et la lyre, c'est le truc qu'on va poser au niveau de l'oreille. Donc le stéthoscope doit être de bonne qualité. C'est un stéthoscope bi-auriculaire. Toujours les manœuvres posturales et les manœuvres respiratoires. Et on va voir pourquoi il y a des manœuvres posturales et pourquoi il y a des manœuvres respiratoires. Donc décubitus dorsal, latéral gauche, assise penchée en avant et en position debout. En respiration normale, en apnée inspiratoire et en fin d'expiration. Donc, quels sont les foyers d'auscultation? Voilà les foyers. Il y a 4 foyers d'auscultation qu'il faut ausculter. Il y a le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer mitral, le foyer diffusif. À l'état normal, sachez bien que seule la fermeture des valves va engendrer la libérure. C'est pour ça qu'on a les 4 foyers. Le foyer mitral, le foyer aortique, le foyer diffusif et le foyer pulmonaire. Également, deuxième chose, c'est que les foyers hédro, ils ne correspondent pas à la projection anatomique de la valve. Ça veut dire que moi, je suis foyer ou juste tout la valve. Non. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que c'est au niveau de cette zone qu'on va entendre mieux les sons de cette valve. Mais ça ne veut pas dire que c'est la projection anatomique de la valve. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair. Dis tout ailleurs ou je suis. Bon. Donc le premier foyer, c'est le foyer aortique. C'est le deuxième espace intercostal droit. Deuxième espace intercostal. Chut. Généralement, la faute, généralement, c'est que le premier espace est bon. Or que le premier espace, parce que c'est un espace intercostoclaviculaire. Ou bien la clavicule ou la clavicule.
comme deuxième, avec quoi le premier? C'est le deuxième espace intercostal. Bien la deuxième et la troisième côte. À droite, c'est le foyer aortique. À gauche, c'est le foyer pulmonaire. Ensuite, quatrième espace intercostal gauche. Généralement, c'est au-dessous du mamelon pour le foyer mitral. Et enfin, en dedans, au niveau de l'appendice xiphoïde, pour le foyer tricuspide. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà donc la projection à les différents foyers. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire qu'on va ausculter au niveau de ces foyers. Cependant, l'auscultation ne doit pas se limiter à ces seules régions. Ça veut dire que c'est des régions principales. C'est obligatoire d'ausculter le foyer aortique. C'est obligatoire d'ausculter le foyer pulmonaire. C'est obligatoire d'ausculter le foyer mitral et le foyer tricuspide. Cependant, en cas d'anomalie, les ausculter d'autres foyers. Parce qu'il y a des irradiations à certains bruits vers d'autres régions. Donc on a l'auscultation au niveau de la région cervicale, le cou, au niveau de la région axillaire, au niveau de la région parasternale droite et interscapulo-vertébrale, le dos. Est-ce que c'est clair? Pourquoi il faut des manœuvres posturales? Pourquoi? Parce que le foyer mitral est mieux entendu, d'ailleurs même mieux palpé, en décubitus latéral gauche. Tout ce qui est mitral, la pointe, l'ausculté au ré, en décubitus latéral gauche. Tout ce qui est aortique, tout ce qui est souffle, bruit, etc., aortique, est mieux entendu en position assise, penchée en avant. Tout ce qui est droit, foyer pulmonaire et foyer tricuspide, est mieux entendu en inspiration profonde. Puisque comme l'inspiration profonde, elle augmente le retour veineux vers le cœur droit. Donc tout ce qui est phénomène acoustique du cœur droit va être augmenté. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il y des manœuvres posturales. Ça veut dire par l'auscultation en décubitus dorsal. C'est clair? Si nous par exemple un souffle ou un bruit surajouté du foyer mitral. Pour une meilleure étude, pour le patient de se mettre en position décubitus latéral gauche. Parce qu'à l'époque, le décubitus latéral gauche est la meilleure position pour ausculter le foyer mitral. Si on a un souffle ou un bruit du foyer aortique, on demande au patient de se mettre en position assise, penchée en avant. On ausculte un bruit ou bien un souffle, le foyer pulmonaire ou le foyer tricuspide, on demande au patient de faire une inspiration profonde. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc l'auscultation normale, bon, on Égypte comme les bruits et les souffles. Mais apparemment, il n'y a pas un truc. Normalement, il y a un câble qui est relié maintenant. Là, vous allez entendre. Donc, je vous donne le cours. Cliquez. Donc, l'auscultation normale, seule la fermeture des valves est entendue à l'état normal. Donc, le cycle cardiaque, qui est la diastole, qui est la systole. Je suis toi à peu près chouïa. Donc, qui est le retour veineux vers les oreilles. Donc, la pression floréenne augmente, jusqu'à ce qu'elle dépasse la pression ventriculaire. Il y a une fermeture des valves auriculo-ventriculaires, mitrales et tricuspide, qui marque le début de la systole. Qui ferme les valves auriculo-ventriculaires, c'est le début de la systole. Ensuite, la pression ventriculaire augmente avec la contraction isovolumétrique jusqu'à ce qu'elle dépasse la pression des vaisseaux. Il y a une ouverture et c'est l'éjection. La pression des vaisseaux, toute là, celle des ventricules, tape celle des ventricules jusqu'à ce qu'elle devienne au-dessous de la pression aortique. Et là, on a la fermeture des valves sigmoïdes qui marque la fin de la systole et le début de la diastole. Donc on a fermeture des valves auriculo-ventriculaires, mitrales et tricuspide, qui marque le début de la systole et la fin de la diastole. Et on a la fermeture des sigmoïdes aortiques et pulmonaires qui marque la fin de la systole et le début de la diastole. À l'état normal, la systole est très courte, c'est la diastole qui est plus longue. La systole, c'est environ 1/3. La diastole, c'est 2/3 à l'état. Donc, le premier, à l'état normal, on entend deux bruits. On entend deux bruits. On a le premier bruit
fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Et le deuxième bruit qui marque la fermeture des sigmoïdes, aortique et pulmonaire. Donc, à l'état normal, comme le premier bruit, il marque la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Il est mieux entendu au niveau de la pointe. Le B2, il est mieux entendu au niveau de la base. Le foyer aortique et le foyer pulmonaire, c'est la base. Le foyer mitral, c'est la pointe. Donc le premier bruit, c'est un bruit qui est sourd. Le deuxième bruit, c'est un bruit de tonalité plus élevée. C'est un bruit sourd. C'est un bruit plus aigu. Donc, le premier bruit sourd, c'est le B1. Le deuxième bruit plus aigu, tonalité plus élevée, c'est le B2. Le B1, il marque la fin de la diastole et le début de la systole. Et le B2 marque la fin de la systole et le début de la diastole. Donc il faut savoir qu'il y a des variations, qu'il y a une diminution ou augmentation de l'intensité de la bruit. Donc entre le B1 et le B2, entre le B1 et le B2, systole ou le diastole? Hein? B1, l'intervalle B1, B2, systole ou la diastole? Systole. B2, B1, c'est la diastole. Donc entre les deux bruits, un intervalle qui est court, vous entendez un silence qui est plus long. Dommage, mais donc si vous appuyez sur ça, il faut la reparler. S'il y avait le câble, donc tout mal, on déroule ok, le premier bruit, c'est le B1, il marque le début de la systole, c'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Qui est un intervalle qui est court, c'est la systole. Ensuite, il y a le B2 qui marque la fin de la systole et le début de la diastole et qui marque la fermeture des valves sigmoïdes, aortique et pulmonaire. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Il n'y a pas de question? Aucune question? Donc on va continuer le mardi, Inch'Allah.